Le débat du jour, Jean-François Cadet. Il y a 40 ans, jour pour jour, le 9 novembre 1970, mourait le général de Gaulle. Il y a 50 ans, en 1960, pendant la présidence de Gaulle, l'essentiel des États de l'empire colonial français en Afrique accédaient à leur indépendance. Logique de consacrer ce soir un débat à Charles de Gaulle, l'Africain, celui qui utilisa l'AEF comme base arrière de la France libre, celui qui défendit l'idée d'une communauté qui fit long feu, celui qui accorda l'autodétermination et accompagna l'indépendance des pays d'Afrique noire, l'homme aussi de la France-Afrique, celui qui chargea Jacques Foccart d'établir des liens si étroits entre Paris et les nouveaux pouvoirs africains que certains y ont vu un colonialisme déguisé. On en parle ce soir avec nos deux invités. Samuel Bajoum, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, vous êtes d'origine camerounaise, vous êtes aussi le cofondateur du club Novation franco-africaine. Vous avez publié Entretien sur les non-dits de la décolonisation avec Louis Sanmarco. C'est aux éditions de l'Officine. Également en studio avec nous Maurice Weiss, bonsoir. Bonsoir. Maurice Weiss, historien spécialiste du général de Gaulle et des relations internationales. Vous avez présidé le comité scientifique de la Fondation Charles de Gaulle. Alors quand on pense de Gaulle, on pense toujours une certaine idée de la France. Est-ce que de Gaulle avait aussi une certaine idée de l'Afrique? Maurice Weiss. Eh ben non, il n'avait pas une idée de l'Afrique pour la bonne raison qu'il ne la connaissait pas. De Gaulle, c'est avant tout un continental, c'est avant tout un Européen, c'est avant tout un homme préoccupé par les bœufs des Vosges, et il découvre l'Afrique seulement en 1940, au moment de la guerre. C'est-à-dire que pour lui, l'Afrique, c'est terre inconnue, et c'est une terre inconnue qui va être une terre extraordinaire, parce que c'est là qu'il va trouver la source et l'origine de sa force et de sa puissance pendant la guerre. Donc il s'est appuyé sur l'Afrique pendant la guerre. Clairement, sans l'Afrique, de Gaulle n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait en 1940 ? Ah, sans aucun doute. Sans aucun doute. L'Afrique a été pour lui la terre d'où il a pu partir à la reconquête pour la libération de la France. Il est clair que pour lui, la terre africaine, Brazzaville, etc., le gouverneur Eboué sont des lieux de mémoire qui ont pesé pendant toute sa vie. C'est des années 40, Samuel Bajoum, que date cette relation de proximité entre Charles de Gaulle et les Africains ? Oui, parce que, comme l'a dit Maurice Weiss, de Gaulle, effectivement, en 40, lorsqu'il lance son appel de Londres, l'Afrique, et surtout l'Afrique occidentale, qui était l'Afrique la plus importante sur le plan militaire et sur le plan même administratif, est entre les mains des pétainistes, notamment le gouverneur général Boisson, et presque toute l'Afrique est entre les mains des pétainistes. Et donc, de Gaulle essaye de se servir de l'Afrique comme base pour conquérir un peu d'espace, pour à ce moment-là avancer et essayer de remonter vers la France pour, se battre et bouter hors de France le régime nazi. Alors, donc l'Afrique a été pour lui quelque chose de fondamental, puisqu'elle est arrivée en Afrique, surtout en Afrique centrale, Douala, Brazzaville. Et l'Afrique, grâce à Eboué, a accepté de suivre de Gaulle dans son aventure. Alors, des circonstances exceptionnelles, comme finalement celles qui ont accompagné tout au long de sa vie le général de Gaulle. Est-ce que ces circonstances exceptionnelles ont forgé pour vous, Samuel Bajoum, une relation exceptionnelle entre de Gaulle et les Africains d'une part, et entre la France et les Africains d'autre part? Entre la France et les Africains, oui, incontestablement. D'abord parce qu'il y a eu l'épopée des tirailleurs sénégalais. Depuis 1857, c'est quand même les Africains, les tirailleurs sénégalais qui ont permis à la France de bâtir son empire d'Afrique. Mais entre De Gaulle et l'Afrique, je dois dire que les relations n'ont jamais... Il n'y a jamais vraiment eu d'atome crochu. D'ailleurs, M. Weiss l'a reconnu. Oui. Il n'y a jamais eu vraiment d'atome crochu. Mais par contre, ce que moi, personnellement, je reproche à De Gaulle, c'est de s'être servi de l'Afrique sur un certain nombre de projets qu'il a pu mettre en place. Par la suite. Alors, justement, on va y revenir, mais je voudrais qu'on reste encore un instant, Maurice Weiss, sur cette période de la Seconde Guerre mondiale. Il faut quand même évoquer le fameux discours de Brazzaville en 1944. Que faut-il retenir? Parce que tout le monde ne l'a pas analysé de la même façon, ce discours de Brazzaville. Non, on ne l'a pas analysé de la même façon parce que il y a eu une volonté de gauchir la teneur du discours de Brazzaville. On a voulu voir, et
quand je dis on, le général de Gaulle est le premier visé. On a voulu voir dans le discours de Brazzaville, en quelque sorte, le prélude à l'idée de la décolonisation et aux indépendances africaines. Et ce n'est pas du tout ça. Il n'en est rien. Il s'agissait évidemment d'un certain nombre de réformes importantes qui étaient annoncées par le général de Gaulle, mais il ne s'agissait pas du tout d'une émancipation, une indépendance avant la lettre. Alors, attendez, parce qu'il a quand même dit, Charles de Gaulle, c'est une citation que j'ai retrouvée ce week-end, il faut que les Africains, je le cite, puissent un jour être associés chez eux à la gestion de leurs propres affaires. Oui. C'est quand même une ouverture par rapport à la situation de 1944. Sans aucun doute, c'était une ouverture et c'est pour cela que ça a eu un si grand retentissement. Mais de là à en faire le début de la décolonisation, non. Donc il y a un malentendu autour de ce discours de Brazzaville dès 1944 ou par la suite? Non, je crois que c'est par la suite qu'on a voulu y voir quelque chose qui n'y était pas. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que pour De Gaulle, et d'ailleurs pas seulement pour De Gaulle, pour beaucoup de Français de cette époque-là, y compris du côté des socialistes, l'Empire, et en particulier l'Empire africain, et ce par quoi la France reste une grande puissance en 1945. Samuel Bajoum, quel regard portez-vous sur ce discours de Brazzaville? Est-ce que Charles de Gaulle a floué les Africains, comme certains l'ont dit, ou pas? Moi, je dirais oui, mais pas un oui excessif. D'abord parce que la conférence de Brazzaville, il faut le préciser, elle s'est tenue sans les Africains. La conférence de Brazzaville, qui était censée régler les problèmes des Africains, s'est tenue sans participation africaine. Ça, il faut le souligner, c'est très important. On a dit, bon voilà, on va faire quelques réformes, accorder un peu plus de liberté aux Africains, etc., etc. Et à ce moment-là, il y a quand même des gens qui ont souligné que, mais il n'est pas question même d'autonomie. Ça veut dire qu'à ce moment-là, et c'est de là que vient le même malentendu. Et c'est là que je serais peut-être d'accord avec M. Verne en disant qu'on a peut-être interprété ça dans un sens qui n'était pas le sens réel. C'est qu'il n'était pas question d'accorder l'indépendance ou l'autonomie aux pays africains à ce moment-là. Malgré tout ce qu'on a voulu faire croire par la suite. Mais alors, par la suite, précisément, Maurice Weiss, on va faire un petit saut dans le temps. 1958, Charles de Gaulle arrive au pouvoir, début de la Ve République. Est-ce que, en 1958, de Gaulle est un décolonisateur? Alors, c'est une question complexe, sans aucun doute. Je pense que De Gaulle a évolué. Il ne faut pas croire que De Gaulle avait des idées arrêtées en 1940, en 1945, en 1958. Il a évolué comme chacun d'entre nous peut évoluer au cours d'une carrière. Et autant il était probablement en 1945 convaincu que pour que la France reste une grande puissance, il lui fallait conserver l'Empire, autant en 1958, il avait conscience d'une nécessaire évolution. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'il venait d'y avoir le vote d'une loi, la loi de fer, qui... La loi 4 de fer, 1956. Voilà, qui transformait profondément le cadre de la tutelle française en Afrique noire, et par conséquent, il y avait déjà une avancée. Mais il s'inscrit dans le sillon de la loi cadre de fer en 1958, de Gaulle. Pour lui, le point important, c'est la réforme des institutions. Et par conséquent, quand il est rappelé au pouvoir, il veut faire une nouvelle constitution dans laquelle il souhaite que les Africains aient leur place. Et la meilleure preuve, c'est que parmi ceux qui sont les écrivains de la nouvelle constitution, ou en tout cas qui participent à l'écriture de la nouvelle constitution, il y a plusieurs leaders africains importants. Samuel Bajoum, 1958, De Gaulle, quelle image? Décolonisateur? Décolonisateur, moi je dis, décolonisateur, ça dépend de la manière. Ça dépend de la manière dont dont il est supposé avoir décolonisé. Non, moi je voudrais revenir un tout petit peu à la guerre. C'est que l'idée même l'idée d'évolution des Africains vers l'indépendance, vers l'autonomie, ça vient de quoi? C'est qu'il y a eu Tiaroy. Il y a eu Tiaroy en 1944, et on oublie souvent de le dire. Des tirailleurs sénégalais qui étaient venus donner leur sang pour la France, et lorsqu'ils rentrent dans leur pays, ils revendiquent leurs droits, uniquement leurs droits, les pensions qu'on leur a promises,
et on leur tire dessus et on fait 35 morts, etc. Ça, c'est une tâche énorme, parce que c'est ça qui a, en quelque sorte, conditionner les relations. Brouiller même les cartes. Parce que jusqu'en 1944, d'ailleurs, pour le discours de 1944, beaucoup d'Africains étaient dans la logique de... Et c'est ce qui s'était même dit en filigrane à Brazzaville. Si vous m'aidez, déjà en 1940, si vous m'aidez, on va faire un bout de chemin ensemble. C'était conditionné. C'était conditionné. On va faire un bout de chemin ensemble. Et à ce moment-là, les Africains disaient quoi? D'accord? Beaucoup de leaders africains, nous voulons l'égalité des droits au sein de la République française une et indivisible. C'était ça, là, ce que les gens demandaient. Mais après, quand il y a eu donc Thiaroye, avec tout ce qui a pesé derrière, les soupçons, disant oui, ces Africains, bon, ils n'étaient pas très sûrs, il y a eu le blanchiment de l'armée. En 1944, le débarquement de Provence, il y a eu le blanchiment de l'armée. Il y a eu la colonne Leclerc. Quand elle est entrée dans Paris, il n'y avait aucun Africain, alors qu'on savait très bien que la colonne Leclerc était partie d'Afrique avec tous les Africains. Ça a fait mal à l'Afrique. Et à ce moment-là, on a compris qu'un certain nombre de choses se passaient et on a commencé donc, les nationalistes ont commencé donc à poser des problèmes. Vous avez le même regard, Maurice Weiss, sur ce traumatisme dont parle Samuel Bajoub et sur l'importance des symboles? Non, je n'ai pas le même regard. Je n'ai pas le même regard parce que je n'ai pas le même arrière-plan, tout simplement. Simplement, moi je dirais inversement que pour De Gaulle, la Seconde Guerre mondiale a fait qu'il a contracté une dette à l'égard de l'Afrique. Il le dit à plusieurs reprises. Il le confie à ses proches. Pour lui, l'Afrique a été ce par quoi il a pu repartir vers la libération de la France. Et par conséquent, je crois que ça n'a pas cessé. Il faut bien savoir ceci, c'est que à Colombey, les deux églises dont on parle beaucoup en ce moment, il n'y a pas beaucoup de leaders politiques étrangers à la France qui sont allés. Il y a en tout et pour tout le chancelier Adenauer et les dirigeants africains. C'est dire tout de même le côté affectif et le côté de gratitude qu'il y avait du côté de De Gaulle. Oui, mais M. Weiss, vous oubliez une chose qui est capitale. Moi, je reviens aux tirailleurs sénégalais parce que les tirailleurs sénégalais, le rôle que les tirailleurs sénégalais ont joué pour la liberté, pour l'indépendance de la France, aussi bien en 14-18 qu'en 39-45, c'est incroyable. Et qu'est-ce que De Gaulle nous donne en 59? La cristallisation des pensions. La cristallisation des pensions, ce n'est pas un signe d'amour envers les Africains. C'est plutôt un signe comme si on les punissait d'être venus donner leur sang pour la France. Ça a été un acte extrêmement grave. Je suis désolé. Maurice Weiss? Oui, non, mais je ne peux pas dire le contraire. Vous avez totalement raison. Mais ça n'est pas l'ensemble des problèmes et des relations entre la France et l'Afrique. C'est un élément, mais ce n'est pas l'ensemble. Il y a beaucoup de choses autres. Alors, on va revenir précisément en 1958 et au début des années 60. Le 28 septembre 58, 11 colonies d'Afrique noire plus Madagascar acceptent la nouvelle constitution française et intègrent la communauté. En fait, il n'y a que la Guinée qui refuse et qui devient immédiatement indépendante. Et puis, dans les années qui viennent, eh bien, finalement, cette communauté, elle est un échec, Maurice Weiss, puisque tous les pays vont petit à petit prendre leur indépendance de façon d'ailleurs très pacifique. Je crois qu'il faut le noter. Échec grave pour De Gaulle, malentendu entre lui et les Africains. Je ne crois pas qu'il y ait eu un malentendu. Je crois qu'il y a eu une accélération de l'histoire. Il faut bien se rendre compte qu'entre 1958 et 1960, c'est le plein moment de la décolonisation un peu partout dans le monde et pas seulement dans les territoires qui étaient sous tutelle française. Il y a une accélération de l'histoire aussi du côté de l'Organisation des Nations Unies. Il y a une pression des superpuissances États-Unis et Union soviétique et de façon évidente, toutes les formes qui étaient pensées, en particulier la communauté, cette fédération franco-africaine dans laquelle De Gaulle avait l'idée que l'Algérie elle-même pourrait s'intégrer, eh bien tout cela vole en éclats.
En réalité, y croyait-il? Certaines confidences peuvent faire penser qu'il n'y croyait pas, mais d'un autre côté, il est clair que De Gaulle faisait tout pour que les institutions durent et soient des tutrices de l'évolution. Et le 15 avril 61, Samuel Bajoum, De Gaulle dit « C'est un fait, la décolonisation est notre intérêt, donc l'intérêt de la France, et par conséquent, notre politique. » Oui. Fallait-il le croire? Je reviens à 58. C'est une étape capitale. Le référendum de 58. Parlons-en. Moi, la lecture que j'ai faite aujourd'hui de ce référendum, c'est quoi? C'est que De Gaulle s'est servi de l'Afrique. C'est pour ça que je disais qu'il s'est servi de l'Afrique pour régler un certain nombre de problèmes. De Gaulle s'est servi de l'Afrique pour faire passer son projet de constitution. Parce que je ne suis pas sûr que si l'Afrique n'avait pas voté massivement, oui, cette constitution serait passée. Je n'en suis pas sûr. Maurice Weiss. Je n'en suis pas sûr. Non, on ne peut pas dire cela. Les Français ont voté en majorité pour la nouvelle constitution. Il y avait un vent qui était extrêmement favorable à la réforme des institutions. La 4e République était finissante. De Gaulle a fait le maximum pour convaincre à la fois les Français et les Africains, et les Africains, sauf la Guinée, ont voté en faveur de la nouvelle Constitution, mais les Français aussi. Et ça n'est pas grâce aux Africains que la Constitution a été... Non, je ne dis pas que c'est grâce aux Africains. Je dis, c'est parce que le vote, le oui en Afrique a été massif. Y compris dans les pays où on pensait que... Donc vous dites instrumentalisation. Instrumentalisation, parce que quand vous dites que les Français ont voté massivement, vous oubliez de dire que les communistes ont mené campagne pour le non. Absolument. Pour le non. Et à l'époque, le Parti communiste était quand même puissant. Et pas seulement le Parti communiste. Voilà, et le Parti communiste était quand même puissant. Alors, je voudrais qu'on revienne un instant, messieurs, parce qu'il nous reste à peine 2 minutes, aux relations entre la France et l'Afrique. Samuel Bajoum, quand on pense Charles de Gaulle et Afrique, on pense aussi à un homme, on pense à Jacques Foccart, on pense à la France-Afrique. Quel regard portez-vous sur la façon dont De Gaulle et le pouvoir gaulliste ont géré leur relation avec le continent africain? Mais cette relation, la France-Afrique n'est que l'aboutissement de la décolonisation ratée. Parce que tout ce que vous disiez tout à l'heure. Tout à l'heure, vous avez dit que les pays africains ont pris leur indépendance. Et non, les pays africains n'ont pas pris leur indépendance à ce moment-là. On les a poussés vers l'indépendance. Je prends un exemple. Lorsque, après le référendum, Léon Mba, fort du vote massif du Gabon pour le oui, demande à San Marco, le gouverneur San Marco qui nous a quitté l'année dernière, paix à son âme, qui était gouverneur au Gabon, il lui dit, bon, maintenant que nous sommes français, je demande la départementalisation du Gabon, que le Gabon devienne un département français. Et San Marco, qui est chargé de porter ce discours, il vient, il voit Bernard Cornu-Gentil, le fameux BCG. Et quand il lui dit, voilà, etc., vous savez ce que Bernard Cornu-Gentil lui dit? Mais San Marco, vous êtes tombé sur la tête. Vous croyez qu'on n'en a pas assez des Antilles? Allez, indépendance pour tout le monde. Voilà comment s'est décidé l'indépendance à ce moment précis-là. Alors, Maurice Weiss, sur la France-Afrique, sur Jacques Foccart, très rapidement, moins d'1 minute. Oui, je dirais que il y a certainement des aspects négatifs de la relation franco-africaine. Mais moi, je voudrais insister sur la relation positive franco-africaine. J'ai été professeur au lycée Maurice Delafosse à Dakar. Je n'ai eu que des élèves africains. Je sais combien ils étaient intéressés et passionnés par ce qui se passait en France. Et j'étais en avril 1969 professeur dans ce lycée technique, et j'avais pris l'habitude de proposer à mes élèves d'écrire au tableau des questions qu'ils voulaient me poser. Oui. Et ce jour-là, ils ont marqué au tableau, ils ont écrit au tableau « De Gaulle parti, que vont devenir la France et l'Afrique francophone ». C'était dire tout de même qu'il y avait une relation qui n'était pas seulement négative, qui était aussi positive, et c'est sur ça que je voudrais terminer. Merci beaucoup Maurice Weiss, historien spécialiste du général de Gaulle, ancien président du comité scientifique de la Fondation Charles de Gaulle. Merci à vous. Samuel Bajoum, écrivain camerounais. Merci beaucoup.